quel moment avez-vous commencé à vous orienter vers le métier de reporter et pourquoi? Alors c'est tout bête, à l'époque j'étais en école de commerce, en première année d'école de commerce, et je me suis dit, oula, c'est pas possible, je peux pas travailler là-dedans. Je vais me faire chier, je vais devenir malheureux. Donc le commerce c'était pas pour moi, donc à l'époque j'écrivais dans le journal de l'école, et je me disais, écrire, ça me plaît. Donc j'ai commencé en fait par la presse écrite, et après je suis passé à la télé. Quel a été votre premier article de guerre et qu'est-ce que vous avez pensé, ressenti juste après ce premier article? C'était en 2003, c'était au Honduras sur les escadrons de la mort, et c'est la première fois que j'ai vu un enfant coupé en deux. Et c'était assez difficile. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire des reportages en zone de conflit? En général, c'est le sujet en lui-même qui motive. Pour donner un exemple très concret, l'année dernière, quand je suis allé à Kobané, l'idée c'était de documenter la résistance du peuple kurde. On était sur une dimension David contre Goliath, et il y avait quelque chose dans ce, je sais pas, une espèce de beauté dans leur sens du sacrifice, dans leur volonté de lutter et de résister qui moi m'a conquis. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille documenter cette résistance. Ça c'était pour Kobané, mais bon, après il y a toujours quelque chose, une histoire derrière un sujet. Je travaille beaucoup en immersion. L'idée c'est de rester le plus longtemps possible avec les gens que je suis. Et au bout d'un moment, il y a un lien de confiance qui s'installe. Et cette confiance, après, permet de pouvoir même tourner des choses que je n'étais pas censé tourner, avoir accès à des lieux auxquels je n'avais normalement pas accès. Donc c'est vraiment une question du lien de confiance qu'on va établir avec les combattants avec qui on tourne. Quelles émotions vous traversent quand vous effectuez un reportage? L'émotion qui reste avec vous le plus longtemps, c'est la peur. Parce que c'est ce que j'ai toujours tendance à dire, la peur c'est votre dernier gilet pare-balles. Alors, elle doit être présente, elle doit vous accompagner. Il ne faut pas que ça soit une peur paralysante, parce avec la peur paralysante, on ne peut plus rien faire. Mais cette petite voix qui vous dit attention, là, je ne le sens pas, n'y va pas, ou décroche, t'en peux plus, physiquement tu peux plus tenir, voilà, ça c'est important. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en tant que journaliste? Il n'y a pas de mystère sur le sort qui est réservé aux journalistes, et j'ai pas très envie de finir à la télé en pyjama orange avec la tête entre les jambes. Donc la capture c'est vraiment la chose la plus terrifiante pour moi en Syrie et en Irak. Nous, on voulait savoir si vous risqueriez votre vie pour votre métier. Moi, je ne vais jamais dans une zone de guerre ou une zone de conflit pour mourir. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'en rapporter une histoire difficile à avoir qui mérite de mouiller la chemise pour l'avoir. Après, quand je suis sur le terrain, j'ai des protocoles de sécurité qui sont certes moins élevés que dans d'autres professions. On prend le risque de courir devant les balles ou de dormir dans des lieux qui sont bombardés chaque nuit. Donc forcément, il y a une part de hasard. Mais oui, on prend le risque de mourir. Lorsque vous faites vos reportages, vous êtes toujours sous protection militaire. Et je voudrais savoir si parfois ils vous voient un peu comme un fardeau, enfin pas un fardeau, mais quelque chose à protéger. Les Iraniens, vous ne savez pas là. Pour beaucoup de soldats, les journalistes sont considérés comme des fardeaux. Après, comme je travaille en immersion, au bout d'un moment, ils comprennent qu'ils n'ont pas du tout à s'occuper de moi, que je m'autogère et que je m'occupe tout seul de moi. Moi, comme je travaille dans la longueur, j'ai la chance de pouvoir tisser des liens de confiance avec les combattants et d'être beaucoup plus accepté, d'être beaucoup mieux accepté par eux. Moi, je voulais juste savoir si quand vous allez sur le terrain, vous avez une idée précise de ce que vous allez montrer aux gens, ou si c'était vraiment de l'improvisation. Alors, c'est pas de l'improvisation, on sait, quand on va sur le
terrain, on a une idée de ce qu'on veut chercher. Mais c'est le terrain qui commande. On documente le réel. Donc il y a toujours une part d'improvisation par rapport à ce qui se passe au moment où ça se passe. Après, on s'arrange toujours un petit peu au montage avec la narration chronologique pour changer des éléments, les mettre un peu avant, un peu après, pour que la lecture soit plus fluide pour le téléspectateur. Mais en général, on a l'habitude de dire qu'il y a un film à l'écriture, un film au tournage et un film au montage. En général, c'est pas les mêmes, mais c'est mieux s'ils restent très proches. Après, l'autocensure, elle s'installe surtout par rapport aux images qu'on tourne, et pas à ce qu'on voit, à des scènes d'une cruauté qui dépasse un peu l'entendement et dont on sait que ça passera jamais à la télé. Donc voilà, moi mon autocensure, elle se place plutôt par là, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de faire du trash pour faire du trash. Ce qu'on disait tout à l'heure au déjeuner, on peut avoir des images beaucoup plus fortes rien qu'en les suggérant, plutôt qu'en les montrant. Je vous donne un exemple très concret. Quand on était dans Sinjar City avec les combattants kurdes, donc on se déplaçait en mode guérilla pour aller jusqu'au front et être au contact avec les combattants de Daesh. Et à un moment, donc j'étais un peu là à la traîne, parce que les combattants kurdes, ils ont tous 20 ans, ils cavalent. Voilà, moi j'ai 41 ans, je cours plus comme avant. Et là, je vois le capitaine des Kurdes syriens qui passe à gauche et qui revient 10 secondes après devant moi et il se met à vomir. Donc je savais très bien qu'au coin de la rue, il y avait quelque chose d'absolument dégueulasse que je ne pourrais pas montrer à la télé. Justement, par rapport aux cruautés auxquelles vous êtes témoin, vous faites comment pour garder du recul par rapport à ça, pour garder la tête froide et pouvoir retransmettre ça à la télévision? L'avantage de tourner, c'est qu'on voit tout à travers le prisme de la caméra. Donc ça installe déjà naturellement une espèce de barrière par rapport à la réalité. Maintenant, il ne faut jamais oublier que la réalité, elle est en dehors du cadre. Et il ne faut pas non plus se focaliser sur ce qu'on voit dans son viseur LCD. Mais c'est quelque chose qui permet d'installer un tampon. Après, quand on rentre à la maison et qu'on a tout ça dans la tête, on fait... voilà, chacun a ses petits trucs pour garder la tête froide et pas devenir complètement fou. L'alcool, la drogue, tout ça. Lorsque vous voyez des horreurs, lorsque vous êtes dans des pays en guerre, ça ne vous empêche pas de dormir quand vous, par exemple, lorsque vous êtes resté 20 jours sur le terrain, vous avez réussi à vous reposer En général, dans une ville assiégée et bombardée régulièrement, il y a chez les journalistes qui sont sur place, parfois il y a un grand trafic qui s'opère, c'est le trafic d'anxiolytiques et de somnifères. Parce qu'au bout d'un moment, c'est très dur d'arriver à dormir sous les bombes. Après, sur une ligne de front, on est tellement épuisé de courir toute la journée, de slalomer entre les balles, que quand arrive l'heure du dodo, on s'écroule dans un sommeil sans rêve jusqu'à 6h du matin et ça recommence à 6h du matin. Est-ce que vous prenez parfois parti pour différents camps Est-ce que vous filmez objectivement ou subjectivement vos scènes? Mes films ne s'inscrivent pas forcément dans cette démarche d'impartialité. Moi, c'est vraiment... L'idée, c'est de raconter une histoire. Bon, là, en l'occurrence, la résistance du peuple kurde. Mais donc, du coup, la subjectivité, elle est partie prenante du film. J'essaye de travailler sur l'humain plus que sur le boum-boum. Donc, la subjectivité, elle est presque évidente. Comme vous êtes témoin de toutes ces horreurs commises aux civils, quand vous
pas forcément quand vous rentrez, mais vous n'avez pas envie de militer contre cette horreur? Ben, c'est pas mon rôle. Après, je le dénonce à travers mes films. Donc c'est là où je remplis ma part du contrat. Après, un militantisme plus engagé, il y a d'autres gens qui font ça mieux que moi et très bien. Et à la limite, s'ils peuvent se servir de mes films pour porter leur message, tant mieux. Mais mon rôle s'arrête là. Est-ce qu'à des moments, quand vous rentrez chez vous après une longue expédition, vous vous dites que c'est fini et que vous recommenceriez plus? Le problème quand on fait ce métier, moi je ne suis pas ce que les Anglais appellent workaholic. Moi c'est pas, ça me va très bien de ne pas aller à la guerre tous les dimanches matins. Maintenant le problème c'est qu'à la télévision, quand on fait ce métier et qu'on le fait assez bien, les chaînes ont souvent tendance à vous réclamer un peu plus de guerre et un peu plus de guerre et un peu plus de sujets sur la guerre parce qu'on est très vite étiqueté correspondant de guerre. Voilà. Donc après, j'ai pas envie de me laisser enfermer dans cette étiquette. Moi, je suis réalisateur indépendant. Il se trouve que dernièrement, j'ai beaucoup travaillé sur la guerre, mais oui, là, je repars au Nigeria à travailler sur Boko Haram. Donc bon, je vais pas vraiment faire une pause. Mais je crois qu'après le Nigeria, je pense avoir besoin d'une petite pause. Qu'est-ce que pensent vos proches de ce que vous faites? Donc mes enfants savent que papa filme la guerre, mais ils n'ont pas plus de détails que ça. Après, voilà, mes proches comme mon ex-femme ou ma compagne aujourd'hui, ça les enchante pas. C'est évident. Quand ma première fille est née, j'avais passé 9 semaines en 2007 dans une unité de combat de l'armée américaine. Et donc, quand ma fille est née, mon ex-femme à l'époque m'avait fait promettre de ne plus faire de zone de guerre. Donc, j'ai arrêté pendant un petit moment. Et puis j'ai repris. Mais bon, ça les inquiète beaucoup. C'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Alors, une des règles quand je suis sur le terrain, je prends pas de rendez-vous téléphonique à jour fixe. Parce que parfois, je suis occupé, ou je suis retenu, ou je suis dans une situation qui ne me permet pas de téléphoner. Et rater un rendez-vous téléphonique à jour fixe, ça crée de l'angoisse. Faut pas s'inquiéter, dès que je peux, je donne des nouvelles. Mais parfois, je peux rester silencieux pendant plusieurs semaines. De quel reportage êtes-vous le plus fier? Non, alors celui qui m'habite le plus aujourd'hui, c'est le dernier. C'est celui sur le Sinjar. Déjà parce que c'était physiquement très dur. J'ai passé 20 jours, on était donc assiégés par l'État islamique. C'était au mois de décembre, il faisait très froid, on n'avait presque rien à manger. La montagne était attaquée tous les jours. L'offensive kurde pour briser le siège de Daesh a été très violente et très importante. J'ai noué des liens d'amitié avec beaucoup de combattants sur cette montagne et forcément c'est la guerre. Il y a beaucoup de ces gens-là qui aujourd'hui sont morts. Un des personnages principaux de mon film est mort pendant le montage. Donc voilà, ce dernier, il m'habite encore, puisqu'il a en plus une deuxième vie, puisqu'il tourne dans les festivals et notamment au Prix Bayeux. Qu'est-ce que le prix de Bayeux peut apporter à votre carrière? Bon, on ne fait pas ce métier pour les médailles, donc quelque part, c'est pas très important pour nous. Cela dit, c'est une reconnaissance professionnelle pour nous. Donc on est aussi très content et très honoré surtout d'avoir cette reconnaissance professionnelle. Après, en termes de carrière, les chaînes vous rappellent plus facilement si vous avez eu 10 fois le prix Bayeux que si vous l'avez jamais eu. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon reporter de guerre? Un bon reporter de guerre, c'est quelqu'un qui sait rester humain.